Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, la Guinée renforce sa coopération avec la Suède. Le diplomate guinéen a présenté ses lettres de créance au roi, une cérémonie au cours de laquelle les deux parties décident de repartir sur de nouvelles bases au bénéfice des deux pays. La protection de la faune au niveau de la réserve de Ziama regroupe acteurs de l'environnement et populations riveraines de cette forêt. Il s'agit de la validation du plan d'action pour la protection des espèces au niveau de la réserve. Des ingénieurs en bâtiments et travaux publics certifiés experts en évaluation immobilière. Cela fait suite à un renforcement de capacité piloté par l'Ordre national des ingénieurs qui travaille à la qualification du secteur. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Guinée reprend ses relations diplomatiques avec la Suède. Plus qu'une simple reprise, il s'agit pour les deux pays de repartir sur de nouvelles bases et relancer une vieille amitié. En remettant ses documents d'accréditation au roi de la Suède, le diplomate guinéen lui a annoncé ses intentions de bâtir une nouvelle forme de coopération bilatérale entre Conakry et Stockholm. Le point avec Makeme Donzo. La Suède, un des pays de sa juridiction diplomatique, où l'ambassadeur Aliou Bari est reçu pour la présentation de ses lettres de créance. En remettant ses documents d'accréditation à Sa Majesté le roi Charles XVI, diplomate guinéen met l'occasion à profit pour transmettre les messages d'amitié et de fraternité du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La Suède et la Guinée ont une coopération bilatérale qui remonte à plusieurs décennies. Et l'un des défis majeurs pour l'ambassadeur Bari est de relancer cette coopération sous toutes ses formes, conformément aux exigences du processus de refondation en cours dans notre pays. Aujourd'hui, j'ai eu le grand honneur et le grand privilège de présenter mes lettres de créance à Sa Majesté Charles XVI de la Suède. Je lui ai transmis les salutations chaleureuses du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Comme vous le savez, son Excellence Dr Maurice Anda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, tient à la mise en œuvre intégrale de la politique extérieure du chef de l'État. Aujourd'hui, je suis à Stockholm et j'ai présenté à Sa Majesté Charles XVI les réformes engrangées par la Guinée depuis 3 ans. Je lui ai également présenté le méga projet Mini et Simandou 2040, qui est la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour moderniser la Guinée, pour développer la Guinée, pour améliorer les conditions de vie de la population guinéenne. Cette cérémonie est le point de départ d'un renouvellement de coopération qui sera basé sur des échanges bilatéraux fructueux dans les domaines de la pêche, des télécommunications, de la santé ou encore de l'environnement. La Guinée et la Suède ont eu dans le passé d'excellentes relations diplomatiques qui se sont étiolées dans le temps. Et en retour, Sa Majesté Charles XVI a mentionné avec satisfaction avoir constaté qu'effectivement qu'il y a eu des progrès en République de Guinée. Et donc, cette marque de reconnaissance témoigne de la volonté de deux chefs d'État à améliorer, à renforcer l'axe de coopération Conakry-Stockholm. L'autre enjeu de cette présence désormais effective et officielle de la Guinée en Suède est la prise en compte des ressortissants guinéens qui vivent dans ce pays ami. Très proche de ses compatriotes, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Aliou Bari doit veiller à leur unité et leur participation au processus de refondation en cours en République de Guinée. Au niveau de l'environnement, Kindia a servi de cadre de rencontre des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet de gestion des ressources naturelles, minières et de l'environnement. Ils ont passé en revue le bilan des activités réalisées cette année et projeté celles de l'année prochaine. Plus de détails avec Sa Amara Tolno. C'est le deuxième comité de pilotage du projet de gestion des ressources naturelles, minières et de l'environnement au compte de l'année 2024. L'exercice consiste à évaluer les activités réalisées cette année dans la mise en œuvre de ce projet et à planifier celle de l'année 2025. Les résultats de cette deuxième session sont nombreux et importants. Premièrement,
Le PTBA 2024 a été exécuté à plus de 60% à la fin du mois de novembre. Et nous estimons que ce résultat va être substantiellement amélioré avant la fin du mois de décembre parce qu'il y a beaucoup de paiements en instance qui vont être faits. La deuxième chose, c'est que beaucoup de dossiers de passation de marché ont avancé et aujourd'hui, on peut se dire que au moins une dizaine de contrats sont en position d'être signés et dont l'exécution pourrait démarrer avec le début de l'année. Si cette revue à mi-parcours a enregistré des résultats satisfaisants dans l'exécution du projet, des efforts restent à fournir pour l'atteinte de tous les objectifs. En général, les activités sont pertinentes, mais les directions peut-être n'ont pas bien perçu comment déployer ces activités. Donc il faut qu'on s'assure que les thèmes de référence sont de bonne qualité et élaborés à temps. Il faut qu'on s'assure que le processus il y a une itération, un travail conjoint qui a été fait avec les experts de la Banque mondiale d'un côté, nos directions techniques de l'autre côté et les experts qui nous accompagnent. On avait un taux de décaissement très bas, autour de 10%. Suite à quelques améliorations en 2023, on est autour de 61% aujourd'hui. Et nous avons promis de s'impliquer personnellement, impliquer les autres acteurs de ce projet pour qu'on atteigne les 100% à la fin de ce projet. Pour les 3 prochaines années de vie du projet, les nouvelles priorités du secteur des mines et de l'environnement seront prises en compte conformément à la nouvelle politique de développement du CNRD. Restons à Kindia toujours pour parler aussi de cette formation sur les techniques d'évaluation environnementale. Plusieurs cadres déconcentrés de la région ont suivi ce renforcement de capacité, une mesure qui leur permettra de maîtriser l'étude d'impact environnemental et social des projets de développement afin de protéger notre environnement déjà très menacé. Reportage Ousmane Ba. Assurer un suivi évaluation environnementale pour le bien de l'ensemble des acteurs de la chaîne. C'est le nouveau défi du ministère de l'Environnement à travers son agence d'évaluation environnementale AGE. Il s'agit de doter les membres du comité préfectoral de la région administrative de Kindia de nouvelles techniques. Un renforcement de capacité qui permettra aux agents déconcentrés de mieux cerner les contours d'évaluation environnementale et sociale des projets de développement. Ça va permettre à services déconcentrés de bien cerner les enjeux, les impacts liés à ces projets et de pouvoir les contrôler, apporter des mesures d'atténuation, des mesures de compensation s'il faut le dire ainsi, pour que ces projets-là restent dans un cadre beaucoup plus durable et éviter les effets de leur activité sur l'environnement qui les abrite. Et les membres de CPCS, c'est eux qui assurent le suivi de proximité auprès des différentes sociétés. Et s'ils sont formés, ils connaissent maintenant ce qu'ils doivent faire, les attentes, c'est plus facile de faire les activités et c'est plus facile d'assumer leurs responsabilités. Après la région de Boké et aujourd'hui Kindia, la même formation va toucher les cadres des 5 autres régions administratives de l'arrière-pays. Une mesure qui mettra l'ensemble des agents de terrain au même niveau afin de travailler en faveur d'un environnement sain et durable. À Sérédou, le plan d'action pour la conservation des espèces végétales de la réserve du biosphère de Ziama est en cours de validation. Les villages environnants de cette réserve forestière seront sensibilisés sur la sauvegarde des espèces animales et végétales. 32 villages riverains prennent part aux travaux sous la supervision du ministère de l'Environnement à travers le centre forestier de Nzerekore. Lancé Kamisoko, Salioupaï, Lamine Diallo. Pour mieux sensibiliser les populations sur l'importance de la faune et de la flore et sur les enjeux de leur conservation, un plan d'action est en cours de validation à Sérédou. C'est au cours d'un espace d'échange coordonné par Fauna and Flora International sur la préservation des espèces végétales menacées de la biosphère de Ziama. Nous avons découvert 42 espèces menacées d'arbres et d'albis à l'intérieur de Ziama. Et nous avons découvert qu'en Ziama, il y a 2 espèces qui sont endémiques, qu'on ne retrouve seulement qu'à Ziama dans l'ensemble du monde entier. Donc pour nous, c'est vraiment une fierté. Donc il est lié d'interpérer
non seulement les communautés, mais aussi à l'État qui ne ménage aucun effort à appuyer notre institution, à appuyer les centres forestiers, à appuyer les communautés dans le cadre d'une préservation durable vraiment des ressources des Diamants. Venus des villages riverains de ce patrimoine mondial, ces représentants des communautés sont formés sur la bonne gestion des ressources naturelles. La réunion à laquelle j'ai participé est une bonne chose pour nous les communautés riveraines de la réserve de biosphère du Ziama parce que, façon, ils ont dit qu'ils vont envoyer des pépinières à planter. Quand tu plantes ça dans ta plantation pour prendre soin de tes arbres, tu n'auras plus besoin des arbres ou des feuilles qui sont dans la forêt. Misant sur la participation des populations riveraines de la forêt Ziama, cette initiative de FFI est mise en œuvre en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers le centre forestier de Zirekore. Si donc cette communauté a répondu massivement à nos invitations et qu'ensemble ils ont vraiment proposé des actions concrètes allant dans le cadre de la préservation vraiment de ce patrimoine, je crois que c'est déjà un gain pour nous. C'est ensemble que nous réussirons à trouver des solutions durables pour préserver cette biodiversité exceptionnelle. Cette lutte engagée par l'ONG Fauna and Flora met en synergie l'ensemble des acteurs autour d'un plan d'action. Menée avec l'appui de l'Institut Kiu, elle est financée par la Fondation Franklinian. Et dans le registre de la sécurité en haute mer, des outils d'aide à la navigation sont installés sur la façade maritime, des bouées visibles jour et nuit pour signaler aux usagers de la mer la présence des épaves qui sont des véritables dangers pour les petites embarcations, des pêcheurs et des gros navires. Explication Fodé Camara. Derrière cette image d'une mer tranquille se cachent des épaves. Des pièges redoutables pour les petits pêcheurs, les plaisanciers et même pour les gros navires. Pour minimiser les risques susceptibles de provoquer des naufrages, des décès et des cas graves de blessures, l'ANAM, Agence de navigation maritime du ministère des Transports, a engagé un travail d'alerte de la communauté portuaire et maritime par l'installation des bouées, des outils d'aide à la navigation pour signaler la présence des épaves aux différents usagers de la mer. C'est une recommandation de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, qui avait instruit tous les États de nettoyer l'espace maritime. Et du côté de la Guinée, on a dénombré 59 épaves qui sont dans nos eaux. Donc là, nous a poussé à baliser les épaves pour éviter qu'il y ait d'abord la collision et pour assurer aussi la sécurité des personnels navigants. Les épaves sont des dangers à baliser pour éviter d'éventuels accidents. Pour relever ce défi, ces bouées sont visibles jour et nuit. En plus de sa couleur très vive, la nuit, la bouée reflète la lumière. En plus, elle est dotée d'un système de géolocalisation. Ces bouées sont dotées d'un système de GPS. Et il y a un système de contrôle. À travers ce système de contrôle, on peut voir si la lumière elle est éteinte, comment la bouée fonctionne. Et c'est répertorié sur une carte de navigation maritime. À travers cette carte de navigation maritime, le navigateur peut se rendre compte, à partir de son petit écran, il y a une épave quelque part et c'est balisé, c'est déjà signalé par une bouée. Tout au long de la façade maritime, 59 épaves sont répertoriées. Des actions d'envergure se mettent en place pour une gestion judicieuse des épaves, véritable cauchemar pour les usagers de la mer. La seconde étape, une fois que nous finissons de baliser ces épaves, nous allons procéder maintenant à leur enlèvement. Cela nous permettra d'abord d'immobiliser ces épaves et aussi de connaître les positionnements, éventuellement trouver les voies et moyens pour les renflouer ou pour les enlever. Ces dispositions de l'Agence de navigation maritime du ministère des Transports sont très respectueuses des principes de l'Organisation maritime internationale et de l'Association internationale de signalisation maritime, une structure à laquelle la République de Guinée a adhéré depuis 1958.
Dans l'actualité encore, cette tournée à l'intérieur du pays de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, le corps médical est sensibilisé sur les méfaits de la corruption. À Mamoun et Farana, l'accent a été mis sur la transparence et la dénonciation des mauvaises pratiques au sein des services de l'État. Reportage Bakary Bambakonde. L'intégrité et le respect des normes éthiques sont les maîtres mots des sensibilisateurs dans ces capitales régionales. Une manière de faire changer certains comportements au sein des services publics, en particulier les structures sanitaires, et redonner de la confiance au public par rapport au bon traitement, selon la vision du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Dans notre pays et dans beaucoup de pays même, la corruption gangrène parce que c'est devenu un fléau qui dégrade tout. Sensibiliser les gens de la santé et éventuellement d'autres secteurs vont bénéficier aussi de cette même sensibilisation pour garantir la promotion de la bonne gouvernance. Les autorités judiciaires encouragent la démarche et appellent à l'utilisation des différents canaux de dénonciation pour favoriser l'éradication de ce fléau. Partout dans le monde, cette question est d'actualité. Elle vient sous plusieurs formes que les justiciables ne connaissent pas. Donc il y a toute une panoplie d'infractions qui rentrent dans ces termes de corruption que nous avions appris et que nous donnons l'engagement de combattre. À l'instar des autres villes, l'ANLC a fait le tour de certains chantiers administratifs et écoles de santé des régions de Mamoun et Farana pour toucher du doigt les réalités liées au retard des travaux, des conditions d'études et du respect de l'engagement des entreprises contractantes en fonction des principes anticorruption. Direction le Canada, où le ministre du Travail et de la Fonction publique a bouclé un séjour de travail intense et fructueux. Faya François Borono a été reçu en audience par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, ainsi que par le sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Les entretiens avec ces deux personnalités ont porté sur plusieurs sujets, notamment l'octroi de bourses aux agents de l'État et l'appui à l'opérationnalisation de l'École nationale d'administration de Guinée. De retour du Québec, Mamadi Ternakamisoko. La visite de travail du ministre Faya François Borono au Canada, ce sont aussi les discussions de haut niveau avec les autorités québécoises. Au ministère de l'Emploi et de la Solidarité, après les travaux techniques avec différents cadres, le ministre Borono est reçu par son homologue Catherine Champagne-Jourdain. Les échanges entre les deux ministres ont porté sur les défis communs, notamment en lien avec la gestion du marché du travail. C'était un entretien qui venait un peu retracer les grandes lignes de la réunion que nous avons eue hier avec la Commission des partenaires du marché du travail. Vous savez, on a un observatoire national du travail que nous voulons opérationnaliser et nous avons eu un très bon partage d'expérience de la part d'une des directions techniques de ce ministère. Ils nous ont présenté le modèle qu'ils ont pour le diagnostic des professions et tout le système mis en place jusqu'au niveau décisionnel pour faciliter donc la prise de décision. La Guinée développe depuis plusieurs années des relations de bonne collaboration avec la province du Québec. Dans la zone francophone du Canada, les projets et programmes en cours de mise en œuvre sont abordés avec Georges Langy, sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie. Une occasion pour la délégation guinéenne de solliciter l'accompagnement du Québec dans le cadre de l'obtention des bourses pour les agents de l'État et l'opérationnalisation de l'ENA de Guinée. Ces échanges avec les autorités du Québec ont touché également le régime des retraites. La Guinée a déjà pris d'importantes mesures dans ce sens pour restaurer l'honneur et la dignité des pensionnés. Pour consolider ces acquis, de belles perspectives se profilent à l'horizon entre Conakry et Québec. Des ingénieurs de bâtiments et des travaux publics viennent d'être certifiés experts par l'Ordre national des ingénieurs de bâtiments et de travaux publics, ce après un perfectionnement dans le domaine de l'expertise en évaluation immobilière à l'Institut de formation continue en BTP. La remise des certificats a eu lieu hier à Conakry. Mangafo Détouré. Dans le domaine de la construction et de l'urbanisation, les infrastructures poussent partout à travers le pays. Mais quels sont les chantiers évoluant selon les principes et règlements en vigueur en Guinée? La situation interpelle l'Ordre national des ingénieurs de BTP qui s'investit dans la formation et le perfectionnement de ses membres. Cette remise des certificats aux 54 ingénieurs
sanctionnent leur formation en évaluation immobilière à l'Institut de formation continue en BTP. Notre ambition est de faire de cette corporation un pôle de rigueur, de transparence et de modernité qui participe de la manière la plus efficiente au développement économique et social de nos pays. Nous voyons qu'il y a une floraison des ingénieurs, mais la qualification reste à dire. C'est pourquoi ces formations sont organisées pour renforcer leurs capacités, pour permettre aux ingénieurs de mieux exercer leur métier. Ils sont désormais certifiés et reconnus comme experts en évaluation immobilière par l'Ordre national des ingénieurs de bâtiments et travaux publics, ce qui rassure les professionnels du secteur quant à l'exécution correcte des missions des ingénieurs guinéens de bâtiments et de travaux publics. Il faut que ces sentiers qui poussent de ci et là soient suivis par des ingénieurs, par des hommes de métier. Parce que sinon, on va assister à des événements malheureux comme ce qu'on avait suivi à Matoto ou ailleurs. À l'issue de cette formation, vraiment, je me sens capable maintenant de mener les travaux d'expertise immobilière en matière d'évaluation des biens. Cette certification m'a apporté une grande satisfaction déjà parce que ça nous a permis de nous initier à être experts en immobilier. Donc du coup, durant cette formation, nous avons vraiment été initiés à tout ce qui... En tout cas, on a eu la base en fait. L'ambition de l'ONIBAT est de réglementer le secteur à travers le perfectionnement des ingénieurs pour l'exercice de la profession en Guinée. Cette formation est donc le début d'un processus de qualification des ingénieurs guinéens de BTP en vue de les rendre plus compétitifs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.